le Bitcoin vient résoudre les problèmes de l'or et donc est exactement ce dont rêvait De Gaulle dans les années 60. La France ne changera pas Bitcoin, mais Bitcoin va changer l'ordre international et la France en particulier. En fait, il est de la responsabilité de chaque Européen de lui-même se sauver, entre guillemets, en essayant de quitter ce navire-là et en récupérant l'Arche de Noé qui est Bitcoin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je m'appelle Alexandre Roubaud, je suis le cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Dans cet épisode, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur toutes les plateformes, nous allons parler du rôle géopolitique de Bitcoin. Comment il bouscule l'ordre monétaire mondial, comment il remet en question l'hégémonie du dollar et comment il devient un enjeu stratégique pour les États. Pour l'occasion, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Stachenko, un incontournable expert sur le sujet, directeur de la stratégie chez Paymium et président de l'Institut national de Bitcoin. On le voit régulièrement dans les médias et si nous l'avons invité aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il vient aussi de publier son livre Bitcoin, le choc géopolitique avec Jean-Charles Galli et tu vas nous en parler, Alexandre, plus en détail. L'épisode va être super intéressant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et encore une fois, bienvenue sur Comprendre Bitcoin. Est-ce que, même si c'est ton deuxième passage, donc peut-être que certains auront vu la part 1, partie 1, est-ce que tu peux quand même te présenter à nouveau pour ceux qui te découvrent ? Oui, donc Alexandre Stachenko, je suis entrepreneur franco-canadien. J'ai fondé une start-up dans le milieu crypto en 2015 qui s'appelait Blockchain Partner, que j'ai cédé à KPMG en 2021, où j'ai passé 2 ans comme directeur de la business unit crypto. Ensuite, j'ai quitté KPMG en 2023. Je suis retourné à des tentatives d'entrepreneuriat, en particulièrement dans le minage en France. Et puis en 2024, j'ai rejoint Paymium, donc en tant que directeur de la stratégie. Paymium qui est la plus ancienne place de marché crypto en activité dans le monde, qui est vraiment une infrastructure de marché sur laquelle on peut échanger des bitcoins contre des euros, puis quelques autres cryptos en courtage, et que j'ai rejoint afin de favoriser la préservation de la souveraineté française sur un outil que j'estime important, à savoir l'infrastructure de marché, puisque aujourd'hui il n'y a plus que Paymium, en tout cas en termes d'infrastructure de marché en France. Il y a beaucoup de courtiers, mais il n'y a que Paymium en infrastructure de marché. Au niveau européen, il y en a 1 ou 2 autres qui sont importantes, mais on en a très peu. La plupart des Français en fait, passent par des places de marché étrangères, en particulièrement américaines. Et puis, j'ai d'autres casquettes. J'ai aussi fondé la DAN et avant ça la Chaintech, qui sont les associations représentatives des professionnels crypto en France. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets d'encadrement réglementaire, fiscal, comptable, des sujets nécessaires, évidemment, passionnants. Voilà, et puis donc auteur de plusieurs ouvrages sur les sujets de Bitcoin, environnement, Bitcoin et surveillance financière, et puis plus récemment, donc Bitcoin et géopolitique, où j'essaye effectivement de montrer en quoi l'émergence de cet objet très singulier dans l'histoire constitue un choc géopolitique important, en venant attaquer un pouvoir fondamental de l'État, en tout cas depuis un certain temps, à savoir la monnaie. Okay. Puis la casquette président de l'Institut national Bitcoin. Oui, voilà, j'allais dire, on va faire une petite pause, parce qu'on va parler principalement du livre et des sujets que tu abordes dans le livre, mais je voulais faire une petite parenthèse justement, puisque c'est aussi une des dernières nouvelles, c'est la création de l'Institut national de Bitcoin. Qu'est-ce que c'est quoi sa mission, quel est le rôle de cet institut ? Alors, on partait d'une constatation à la fois en termes de déception et de momentum. Il y a en France, pas qu'en France, mais en France en particulier, une distinction qui n'est pas faite dans les médias, dans le débat public, entre Bitcoin et le reste des cryptos, comme si c'était un milieu homogène. Et donc on parle des cryptoactifs, des actifs numériques, des crypto-monnaies, peu importe le terme utilisé. Mais on fait très peu de distinction. En fait, on l'analyse comme si c'était une classe d'actifs homogène, alors qu'en réalité, dans les cryptos, en fait, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a énormément d'arnaques. Il y a aussi des choses qui ne sont pas des arnaques, mais qui relèvent de projets privés avec des entreprises, des fondations, ou bien de la finance décentralisée, des choses comme ça, mais qui n'ont pas cet aspect fondamental d'aller chercher comme je le disais tout à l'heure, un des vrais fondements d'un pouvoir de l'État qui est la monnaie, sur lequel, en fait, quand on compare Bitcoin au reste des cryptos, on a vraiment ce côté Bitcoin est politique et le reste est financier.
C'est un tout petit peu caricatural, mais c'est pour expliquer qu'il y a une vraie distinction à opérer entre Bitcoin et le reste. Distinction qui commence à être opérée de façon assumée aux États-Unis, parce que évidemment, les sujets autour de Bitcoin, de réserves stratégiques, etc., c'est plutôt des sujets de Bitcoin. Et puis après, il y a des sujets qui ne sont pas nécessairement mis à la marge. Je pense aux stablecoins qui vont avoir aussi leur réglementation dédiée, mais qui ne relèvent pas du même sujet, qui ne relèvent pas d'un vrai choc géopolitique, monétaire, économique, environnemental, énergétique, etc., etc. Donc on a besoin de faire cette distinction en France, et nous on estimait que à la fois elle n'était pas faite et que c'était dommage parce que personne du coup ne portait une voix spécifique pour Bitcoin, et donc ça nous donnait des débats très souvent dans le débat public qui sont très limités, parce qu'en fait tant qu'on ne spécifie pas de quoi on parle, en fait on parle en l'air. Quand on demande oui mais alors est-ce que les cryptos c'est bien ou pas, je ne sais pas de laquelle on parle, donc en fait on ne peut pas aller très très loin. Et puis il y avait des tentatives d'effet de halo qui étaient utilisées par les détracteurs, qui utilisaient tel lancement d'une arnaque, d'un même coin de Trump, de Milei, de la tokenisation en République centrafricaine, etc., pour faire un effet de halo négatif sur Bitcoin, alors que dans tous les exemples que j'ai mentionnés, en fait Bitcoin n'a strictement rien à voir. Et donc on pensait qu'il y avait besoin d'avoir une voix sur le sujet en France, dont l'objectif n'était pas spécifiquement d'être un lobby des bitcoiners. C'est pas du tout ce qu'est l'Institut national Bitcoin. L'Institut national Bitcoin, c'est plus quelque chose qui essaye de partir de l'hypothèse que la France ne changera pas Bitcoin, mais Bitcoin va changer l'ordre international et la France en particulier, et que donc du coup il faut s'adapter. Et donc il faut proposer des politiques publiques, des postures par rapport à Bitcoin. Une des plus importante qu'on essaie de mettre en avant parce qu'elle est particulièrement adaptée à la situation française, c'est le fait d'utiliser les extra-capacités du nucléaire en France pour pouvoir faire du minage. C'est très spécifique. La France est un des seuls pays à faire de la modulation nucléaire pour favoriser l'émergence des renouvelables sur son réseau, mais du coup a une rentabilité qui est bien moindre, voire pour certains, mais je ne voudrais pas lancer le débat ici, peut avoir des conséquences sur la sécurité également des centrales. On a avec Bitcoin un client de dernier ressort qui peut s'éteindre quand on veut, qui est flexible, qui pourrait monétiser ses surplus, et donc à la fois positionner la France sur Bitcoin et augmenter la rentabilité d'EDF et voire éponger une partie de sa dette. Donc on propose plutôt des choses de ce type-là, et on estime qu'il y avait un vrai momentum avec ces débats aux États-Unis où maintenant, y compris les institutionnels, quand on pense à BlackRock par exemple, qui fait un papier sur la thèse d'investissement de Bitcoin, pourquoi Bitcoin, etc. Les ETF Bitcoin, on ne parle pas de blockchain ou de crypto, on parle de Bitcoin spécifiquement. Et cette distinction, on estimait qu'il y avait un vrai momentum pour prendre ce créneau-là et essayer de faire en sorte que le débat public en France maintenant parte de cette base-là, à savoir qu'il y a un débat Bitcoin et puis après il y a un débat crypto qui lui-même est subdivisible en plusieurs autres débats. Donc voilà, on essaie de pousser ça auprès des décideurs publics, des journalistes, des médias. Et donc dans notre mission, on a aussi par exemple le fait d'être vigilant quant à la qualité du débat public. Donc on a saisi l'Arcom un certain nombre de fois par exemple, parce que le traitement de Bitcoin dans les médias parfois était fait de façon assez peu professionnelle. Et donc on estime qu'on doit envoyer un message, non pas de censure, mais qu'on doit utiliser les outils qui sont à notre disposition pour avoir la même exigence sur le sujet Bitcoin auprès des journalistes que les autres sujets. Il n'y a pas de raison que Bitcoin soit traité comme un sujet de geek qu'on peut travailler le matin à 10h en arrivant, 10 minutes avant une émission, alors que ce n'est pas le cas forcément pour les autres sujets. Il y a des mensonges qui sont répétés, il y a des contre-vérités qui sont assénées, il y a des choses qui sont contre la littérature scientifique, il n'y a pas de raison. Et donc on essaye aussi d'être vigilant à ce niveau-là. Super. Et juste peut-être pour comprendre, pour que les gens comprennent aussi qu'est-ce qu'il y a derrière les rideaux, qui représente cet institut, qui est impliqué, qui pousse ces messages-là? Il y a deux personnes en particulier qui sont le directeur général et moi-même. Le directeur général Bastien Detuck, qui est donc un bitcoiner angevin qui maintenant habite au Royaume-Uni et qui s'intéresse particulièrement au sujet de l'énergie. Et moi-même, dont je viens de faire la présentation. Et après, il y a, on va dire, un petit groupe d'autres personnes derrière qui n'ont pas spécialement toute envie d'être publiques d'ailleurs et qui travaillent de façon bénévole aujourd'hui pour produire des contenus, des infographies, le site web, etc. etc. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, il ne faut pas hésiter évidemment à faire un don. Institut national de Bitcoin. Ok, super intéressant. Parenthèse fermée, l'objectif c'était aussi bien de parler de ton livre, de ton nouveau livre, coécrit donc avec Jean-Charles Galli. Peut-être en quelques mots, si tu veux présenter Jean-Charles juste pour... Jean-Charles, il est enseignant en géopolitique à l'ECE. Il travaille aussi à Cube3, donc qui est un incubateur crypto à Angers. Et donc on a deux expertises qui se croisent pas mal pour écrire un ouvrage sur Bitcoin et la géopolitique. Et donc ça nous a permis d'apporter nos expériences
différentes et complémentaires pour écrire ce livre-là. Jean-Charles a aussi pas mal habité en Chine, qui est un pays important dans l'histoire de Bitcoin, donc qui a aussi une vision là-dessus. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme ça je n'oublie pas, parce qu'il y en a à la fin qui se poseront la question, où est-ce qu'on peut le trouver ? Partout. Non, dans toutes les bonnes librairies. Non, sur les plateformes d'achat en ligne, Amazon, Fnac, etc. Puis, mais aussi dans les librairies, effectivement. Ok, bon, au moins c'est simple. Donc le sujet c'est Bitcoin et le lien avec la géopolitique. Tu introduis le livre avec une question forte. La monnaie est-elle un objet géopolitique ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, parce que c'est pas intuitif nécessairement. Et je pense que pour d'ailleurs certaines chapelles économiques, Bitcoin, la monnaie n'est pas un objet géopolitique, c'est un objet économique. Et à juste titre, j'allais dire originellement, la monnaie ne résout pas un problème géopolitique. La monnaie émerge pour répondre à un besoin du marché, à savoir ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins. Donc le fait de ne jamais se trouver dans une situation où pour faire un échange, on dispose strictement de ce que l'autre personne a besoin et que la personne a strictement de ce dont on a besoin au même endroit, au même moment. Comme cette situation n'arrive pas, soit on fait jamais d'échange et on reste tous chasseurs-cueilleurs à devoir en fait subvenir à l'ensemble de nos propres besoins, soit on résout ce problème-là et on peut se sédentariser, diviser le travail, etc. et se spécialiser. Ça, c'est résolu de deux façons, ce problème-là. Ça a généré deux théories autour de la dette. Il y a la théorie crédit et la théorie marchandise. La première théorie, comme son nom l'indique, c'est de dire qu'on règle ce problème-là en faisant un crédit. Donc voilà, je te donne 3 chemises, tu n'as pas ce que tu me dois, c'est pas grave, on se revoit dans un mois et tu me devras l'équivalent de ces chemises. Ok, très bien. C'est peu scalable parce que ça exige de faire confiance à la personne avec qui on échange, et puis ça exige de la revoir aussi accessoirement, parce que si on la revoit jamais, l'échange n'est pas final et on est en dette perpétuelle. Et puis il y a l'autre théorie qui est la théorie marchandise, qui est de dire on va substituer cette situation de double coïncidence qui n'existe jamais, en fait, qui est un artefact théorique, par une autre marchandise tierce. Donc qu'on introduit dans l'échange et qui a pour but d'être un étalon de mesure de tout le reste, et donc d'être la marchandise la plus liquide du marché. Donc ça va être l'or, ça va être le sel, ça va être des épices. Enfin, dans l'histoire, ça a pris différentes formes, mais ça permet d'avoir un échange qui est final. Puisque voilà, j'ai pas ce dont tu as besoin, tu as besoin d'un mouton, je l'ai pas, je te donne des épices, mais comme tout le monde accepte les épices, tu pourras changer ces épices contre un mouton auprès de quelqu'un d'autre qui dispose d'un mouton ou d'autre chose, on s'en fiche évidemment. Donc c'est un objet économique en premier lieu. Cependant, ce qu'on constate, c'est que toutes les monnaies ne sont pas de qualité égale, et que la structure et les caractéristiques des différentes monnaies utilisées au fur et à mesure de l'histoire, et puis surtout notamment avec des avances technologiques qu'on peut avoir dans différents endroits du monde à différents moments de l'histoire, peuvent créer pour le coup des vrais enjeux géopolitiques. Parce que la monnaie, la façon dont elle est créée, peut avantager en fait tel ou tel agent économique, qu'il soit débiteur ou créditeur. Donc, dans l'exemple qu'on donnait évidemment de la création d'une dette, par exemple, quelqu'un qui s'endette dans une monnaie, évidemment, si la monnaie est faible, il est très content parce qu'il s'endette dans une monnaie qui vaut de moins en moins, et quand il doit rendre l'argent, en fait, ça lui coûte moins en travail. À l'inverse, évidemment, quelqu'un qui est créditeur, il va aimer avoir une monnaie forte et préserver son pouvoir d'achat. Donc, il y a des agents économiques aux intérêts divergents qui ont un conflit autour de ce qu'est une bonne monnaie pour leur propre situation. Et ça, on l'a vu au fur et à mesure de l'histoire, les États l'ont compris assez vite et donc se sont accaparés le sujet de la monnaie, qui au départ est plutôt un élément spontané. On va échanger de l'or, du sel, des trucs comme ça. Et puis ensuite, l'État fait irruption et il va apporter le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est en règle générale la standardisation des poids et des mesures, par exemple. Ça va être la coercition qui va impliquer une forme de confiance forcée, mais qui donc du coup va pouvoir élargir la zone d'échange monétaire à une zone qui est plus grande. C'est le cas dans l'Empire romain, par exemple. Si on peut échanger avec tout l'Empire, c'est quand même beaucoup plus sympathique que juste avec sa communauté locale. Mais le pire, c'est toujours, si on prend l'exemple de l'Empire romain, mais il y a de nombreux exemples dans l'histoire, c'est que l'État peut manipuler cette monnaie à son propre bénéfice, et très souvent, c'était pour financer des expéditions militaires, d'une dette insoutenable. Donc ça, c'est aussi vieux que la monnaie. Dans le temps de la Rome antique, en l'occurrence, les souverains romains rognaient les pièces de métal pour récupérer de l'argent, enfin du métal en plus, et ensuite émettre des nouvelles pièces qui ne correspondaient pas nécessairement à la création de richesses en face. Un des exemples aussi, un peu plus tard dans l'histoire, au XVIe, XVIIe siècle, c'est en Espagne, il y avait une pratique qui était de prendre 4 pièces de 1 à des paysans en leur disant vous ramenez vos pièces, et en fait sur chaque pièce de 1, on va imprimer le chiffre 4.
En fait, on en rend qu'une et on en garde 3. Donc dans l'affaire, on est passé évidemment de 4 à 16, et puis on en garde 12 pour soi, alors qu'on n'a rien créé comme effort dans l'affaire. Et donc ça, évidemment, ça génère de l'inflation. On augmente les prix puisqu'il y a plus de monnaie pour la même quantité de richesse. Mais évidemment, quand on est l'État et que donc du coup on vient de se tripler son avoir monétaire avant que l'inflation se répercute sur les prix, en fait on a gagné au change. Donc c'est un objet de pouvoir. Et selon qui la contrôle, qui a un intérêt à changer telle ou telle caractéristique, on peut avoir une influence qui est extrêmement fondamentale dans des choses qui sont quasiment anthropologiques. Je parle du rapport au temps, parce que la monnaie, c'est évidemment la perception de la valeur, la perception du risque et la perception du futur. Et donc, en fonction de comment on ajuste telle ou telle caractéristique, on peut forcer des agents économiques, par exemple, à penser le futur comme certain, comme incertain, à les forcer à consommer au présent, à dépenser dans telle ou telle direction. Et donc, évidemment, piloter l'économie à partir d'un outil qui est devenu à la fois le sang de l'économie, c'est-à-dire il est présent partout dans tous les échanges, mais aussi le thermomètre de l'économie, puisqu'on mesure tout en monnaie, et donc ça permet de comparer les choses entre elles. On voit bien que d'un objet économique, on a glissé vers un objet politique, de pouvoir, et donc aussi géopolitique. Et la situation actuelle le montre bien. Par exemple, les États-Unis, évidemment, ont la monnaie de réserve mondiale depuis maintenant quelques décennies, et ils s'en servent allègrement pour imposer le droit américain à travers la planète, pour financer des déficits plus que de raison, parce qu'ils ont cette capacité, ils ont ce privilège exorbitant, pour reprendre les mots de Giscard d'Estaing dans les années 60-70, autour de la monnaie de réserve mondiale. Ça leur donne un dividende sur le fait de proposer une monnaie qui sera utilisée par les agents économiques. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, avoir un objet, un ovni comme Bitcoin qui arrive et qui dit, en fait, moi, je viens questionner la façon dont ça fonctionne aujourd'hui parce que le système monétaire actuel a des défauts, eh bien, ça va forcer tous les agents économiques, et je pense aux particuliers, mais je pense aussi aux entreprises et aux États, à repenser leur rapport par rapport à cette nouvelle donne pour savoir comment ils se positionnent. Je termine par un exemple de cette situation. Donc c'est notamment en 71, donc quand Nixon fait défaut, il dit on remboursera pas. Il sort des accords de Bretton Woods, donc il dit il y avait de l'or derrière le dollar, il n'y a plus d'or derrière le dollar, maintenant démerdez-vous. Il fait un défaut sur le monde entier, en fait, d'une certaine façon. Normalement, à ce moment-là, la plupart des pays sont censés se dire on ne peut pas faire confiance aux États-Unis, donc il nous faut une alternative. Sauf qu'il n'y a pas d'alternative. Ou plutôt, pour être plus juste, l'alternative, c'est l'URSS. Donc en fait, c'est pas sexy non plus. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment de flottement, mais ensuite, finalement, il n'y a pas d'alternative, donc on va rester sur le dollar. Cette donne-là, on l'aurait aujourd'hui, et on voit que c'est un petit peu ce qui se passe quand même avec la guerre commerciale qui, en sous-marin derrière, est une guerre monétaire de dévaluation du dollar. La situation n'est pas la même. Là où dans les années 60, De Gaulle disait il faudrait vraiment revenir à l'or, tout en sachant que revenir à l'or était compliqué à l'heure de l'informatisation et de la bancarisation et de l'intermédiation. Là, on pourrait avoir une solution alternative qui s'appelle Bitcoin, qui est donc une monnaie décentralisée, incensurable, non nationale, et qui résout les problèmes de bon nombre d'acteurs économiques, et donc pour d'autres acteurs économiques, leur créer beaucoup de problèmes. Tu réponds en partie à ma prochaine question, mais j'allais te demander justement qu'est-ce qui fait que Bitcoin est singulier pour répondre à cet enjeu géopolitique ? C'est ce que tu énumérais, c'est le fait que c'est décentralisé, enfin c'est un réseau distribué qui est sans tiers de confiance, qui s'affranchit des systèmes actuels. C'est deux choses, c'est la partie hors numérique, donc effectivement rareté, décentralisée, incensurable, pas générée par un État, non manipulable, qui fait que, en fait, pour reprendre, j'invite les gens à le chercher, il y a une conférence de presse de Gaulle dans les années 60 où justement il explique pourquoi le dollar comme comme étalon international n'est pas viable, parce qu'il faut faire confiance aux États-Unis et que en fait c'est pas une question d'États-Unis d'ailleurs, c'est une question une fois qu'on a le pouvoir d'émettre la monnaie de réserve mondiale, c'est un pouvoir. Personne ne peut résister à cette tentation. Et donc, il faut s'attendre à ce que les États-Unis en abusent comme n'importe qui en abuserait. Il dit, donc c'est pour ça qu'il nous faudrait revenir à un étalon de valeur et de monnaie, pour reprendre ses propos, qui ne porte la marque d'aucun État en particulier. Sauf que, comme je l'ai dit juste avant, il termine sa phrase en disant « Et je ne vois rien d'autre que l'or ». Et il ne dit pas « c'est l'or le mieux », il dit « je ne vois rien d'autre que l'or », parce qu'à l'époque, Bitcoin n'existe pas. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est les mêmes caractéristiques que l'or, en tout cas dans la proposition de valeur. Évidemment, il faut connaître comment ça fonctionne pour comprendre pourquoi c'est cette proposition de valeur. Mais c'est donc décentralisé. Évidemment, l'or, il n'y a pas quelqu'un qui le génère quelque part. C'est réparti sur la planète, il faut le miner, etc. C'est incensurable. J'ai une pépite, je peux la transférer, je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est non national, on l'a dit, etc., etc. En revanche, là où Bitcoin surperforme, même si
on peut considérer qu'il sous-performe dans la mesure où il est numérique, donc en fait il est moins résilient à un cataclysme généralisé où l'or, c'est physique, donc ça reste là. Mais là où il surperforme, c'est que Bitcoin, c'est pas que l'unité de compte, c'est aussi le système de paiement. Et donc ça permet aussi d'avoir un système complet qui permet non seulement de s'affranchir des monnaies fiat, mais aussi de s'affranchir aux limites de l'or qui ont conduit à cette démonétisation. Et notamment le fait que l'or ne peut pas être compétitif face aux réseaux de paiement numériques. Et ça n'a pas attendu le numérique. L'or a commencé à être de plus en plus centralisé dès la fin du 19e siècle, parce que entre envoyer une cargaison d'or à travers l'Atlantique entre Londres et New York versus avoir une banque à Londres, une banque à New York et faire une opération de débit-crédit via le télégraphe, en fait, il n'y a pas photo en termes d'efficience. Et donc, du coup, l'or n'est plus compétitif, il finit par rester dans des coffres, à être démonétisé, à être manipulé, parce que c'est les États qui le contrôlent, à travers notamment les banques centrales. Le Bitcoin n'a pas ce problème-là, puisqu'il est numérique et que c'est aussi un système de paiement natif. Donc, ça veut dire que, potentiellement, on peut se glisser vers un monde dans lequel le Bitcoin vient résoudre les problèmes de l'or et vient adapter l'or au monde numérique, et donc est exactement ce dont rêvait De Gaulle dans les années 60, mais rêvent aujourd'hui en fait les BRICS. Quand ils s'échangent entre eux, ils ont le sujet de la monnaie en tant que telle, c'est-à-dire je ne veux pas le dollar américain parce qu'il n'y a pas de... je ne veux pas le droit américain, par exemple, mais ils ont aussi le sujet... L'exemple parfait, c'est la Russie. La Russie qui se fait jeter de SWIFT, qui est le réseau de paiement international. En fait, son sujet, c'est pas tant de contourner les sanctions sur ce sujet-là, parce que c'est souvent un amalgame qui est fait en disant Bitcoin permet de contourner les sanctions. Oui et non. Une sanction, elle s'applique au niveau de l'entité. Donc, c'est pas parce qu'on utilise Bitcoin qu'une entité française, soudainement, a le droit d'échanger avec une entité russe. En revanche, ça permet à la Russie de sortir de son isolement. Parce qu'avant, elle s'appuyait sur SWIFT, elle est coupée de SWIFT. Comment elle fait ? Elle est obligée de recréer un réseau national ou international, de faire des accords avec la Chine, etc., sachant qu'ils s'entendent quand même pas sur tout. Là, ils ont un réseau qui fonctionne, en fait, qui permet de contourner cet isolement. Donc, c'est ces deux choses-là qui font que c'est un vrai enjeu géopolitique pour le commerce international, sans parler, en plus, des sujets, par exemple, énergétiques, monétisation des surplus, qui permettent notamment de faire matcher, il y a un côté puissance énergétique devient de la puissance monétaire. Et l'énergie, évidemment, est centrale dans toutes les discussions de géopolitique. Super intéressant. Du coup, je voulais rebondir sur le pont que tu fais avec la partie une des composantes clés de Bitcoin qui est la partie énergétique et faire le lien avec aussi quand même la partie géopolitique. Est-ce que le minage, lui aussi, cette composante, donc il y a Bitcoin, on comprend l'enjeu géopolitique par rapport à la monnaie et tout ce qu'on vient d'expliquer, mais est-ce que la composante de Bitcoin qui est le minage est aussi un côté géopolitique par rapport à comment les États peuvent s'en servir, comment c'est distribué en termes de géographie dans le monde ? On a vu que la Chine, à un moment donné, par exemple, s'est mis à miner beaucoup du Bitcoin. Enfin, la Chine, peut-être pas directement le gouvernement, mais en tout cas sur le territoire chinois. Les États-Unis, maintenant. Je ne sais plus si on en parlait en off ou au début, on parlait de EDF qui pouvait potentiellement regarder ce sujet-là. Et en tout cas, l'opportunité que la France avait sur le minage du Bitcoin. C'est quoi ta lecture des choses par rapport au minage ? Alors, de la même façon que Bitcoin est géopolitique, il y a une géopolitique du Bitcoin. Et le minage, en fait, pour comprendre la géopolitique de Bitcoin, il faut comprendre les différents acteurs et la gouvernance. Qui a un rôle, qui dit quoi dans Bitcoin et qui fait quoi. Les mineurs ne sont pas les seuls. Il y a une gouvernance qui est très décentralisée dans Bitcoin. Il y a les mineurs, il y a les gens comme vous et moi, on a des nœuds. Donc on a aussi un pouvoir sur le réseau. Il y a les entreprises qui aussi ont un pouvoir d'influence. Il y a les gouvernements, il y a les développeurs, enfin bon bref, il y a un certain nombre d'acteurs et personne n'a un pouvoir unilatéral. Et souvent, pour l'illustrer, on rappelle un épisode qui s'est passé en 2017-2018, qui était un épisode dont le fond est assez technique puisqu'il s'agissait d'une guerre des blocs. Donc en gros, au sein des bitcoiners, il y a des gens qui pensaient qu'il fallait augmenter la taille des blocs de transaction, d'autres qui disaient non, c'est risqué pour la décentralisation du réseau. Et donc, il y avait un vrai test de gouvernance. C'est qui a raison à la fin, qui fait évoluer le code du protocole. Et in fine, ceux qui ont gagné, c'est les utilisateurs. C'est pas les mineurs, c'est pas les entreprises, c'est pas les plateformes d'échange, c'est pas les États, c'est les utilisateurs, parce que c'est eux qui mettent à jour leur registre dans lequel ils font tourner le protocole. Donc cet exemple montre qu'il n'y a pas une personne, ni le fondateur d'ailleurs. Beaucoup de gens pensent que Satoshi Nakamoto décide quelque part de ce qui se passe sur Bitcoin, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a une gouvernance qui est décentralisée. Mais dans cette gouvernance, évidemment, chaque acteur a quand même un poids. Si un mineur fait quelque chose ou si beaucoup de mineurs font beaucoup de choses, ça peut influencer ce qu'une autre personne en face va faire, etc. Dans le cadre des mineurs, leur rôle, c'est de créer du consensus. Donc, ils émettent les nouvelles pages de transactions, donc ils permettent au réseau de poursuivre, en fait. Si on n'avait plus de minage, les bitcoins déjà acquis
on les perd pas. Cependant, on peut plus les bouger puisqu'il n'y a plus de production de consensus avec des nouvelles transactions qui sont émises. Donc, quand on a ça en tête, on comprend bien qu'il y a des vecteurs d'attaque théoriques sur Bitcoin dans lesquels, si on concentre une très grosse partie du minage, on peut se retrouver dans la situation où on va décider de censurer ou non des transactions et donc de dire telle transaction je la veux pas dans mon réseau, donc tous les mineurs sur le territoire chinois par exemple ne passeront pas les transactions qui se relèvent de tel truc. Donc ça peut être important quand même d'avoir ce débat autour de la géopolitique du Bitcoin et c'est pas non plus un jeu entre bénévoles candides, non, il y a des jeux de pouvoir et d'influence. Dans ce cadre-là, ça veut dire que les États, s'ils veulent se servir de l'usage final de Bitcoin, comme par exemple monnaie de commerce internationale ou réserve de valeur contre les dévaluations monétaires successives qui, à mon sens, vont revenir de plus en plus, ils doivent aussi s'interroger sur comment ils peuvent garantir que Bitcoin remplira cette fonction. Pour le garantir, il n'y a pas 36 solutions. Il y a héberger une partie du minage chez soi pour être sûr d'assurer un maximum de décentralisation. Évidemment, les États-Unis ont une partie substantielle du minage aujourd'hui, autour de 30%, un tiers. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 70% qui n'est pas aux États-Unis quand même. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un risque si ça continue de se concentrer aux États-Unis. Maintenant, avec la théorie des jeux, c'est que si les États-Unis se retrouvent à miner, comme Trump le voulait, tous les bitcoins restants, le bitcoin n'a plus de valeur. Puisque si les États-Unis le contrôlent, il ne remplit plus sa fonction, donc il ne vaut plus rien. Donc en fait, les mineurs sont aussi dans cette théorie dans laquelle ils n'ont pas eux-mêmes intérêt à contribuer à la concentration du réseau, et donc en règle générale, ça s'équilibre assez bien. En tout cas, on n'a pas eu de cas particulièrement embêtants. Il y a eu un moment donné où la Chine était particulièrement élevée, mais ça a rebaissé. Enfin, bon, bref. Quand on a le contrôle sur le minage, en tout cas une partie substantielle du contrôle sur le minage, on peut s'assurer que justement les transactions qu'on a envie de faire passer ne sont pas rejetées par le réseau. L'autre enjeu du minage, c'est que comme c'est une monétisation des surplus énergétiques, ça veut dire que des pays, je reprends l'exemple de la Russie a plusieurs fois l'entièreté du parc nucléaire français disponible juste en hydroélectricité non utilisée, qui très souvent sont hérités de l'URSS, où on faisait des barrages en Sibérie pour une usine sidérurgique ou d'aluminium, et puis l'usine a fermé, puis il y a toujours le barrage. Donc en fait, ils ont une quantité monstrueuse d'hydroélectricité dont ils ne peuvent rien faire, puisqu'il faudrait l'acheminer jusqu'à des bassins de consommation. En l'occurrence, en Sibérie, il n'y a pas grand monde, et donc elle est juste perdue, on n'en fait rien. S'ils monétisaient tout ce surplus-là, ça veut dire quasiment plus de déficit budgétaire en Russie. Donc c'est aussi dans le rapport de force, ça veut dire qu'il y a un vrai impact non négligeable qui peut arriver dans la monétisation de ces surplus-là. Et ça nous fait dire, en tout cas on pense, Jean-Charles et moi, mais d'autres aussi, que le minage de plus en plus va devenir une industrie étatique, publique. Parce qu'il y a des synergies tellement fortes entre le monde de l'énergie et du minage qu'on ne voit pas d'ici une dizaine d'années ou une quinzaine d'années un seul acteur de l'énergie majeur qui ne mine pas. Ça ne fait pas sens dans leur business model, que ce soit pour aller chercher des déchets énergétiques, de méthane, de sites d'enfouissement, etc., ou bien pour équilibrer des réseaux, où c'est très utile aussi. Donc tous les acteurs de l'énergie auront intérêt à le faire. Or, la plupart des acteurs de l'énergie sont en général des acteurs publics. EDF en France, évidemment, est un exemple important, mais il y en a d'autres. Partout dans le monde, beaucoup d'acteurs de l'énergie, comme c'est un sujet particulièrement régalien, on dirait, enfin, pas nécessairement régalien, mais en tout cas important dans la souveraineté, beaucoup d'États ne veulent pas laisser le marché s'occuper de ça. Donc ça veut dire que, par voie de conséquence, les États mineront. Et si les États minent, on rentre dans cette compétition géopolitique où chaque État a certes un intérêt purement économique, me sert du minage pour l'équilibrage du réseau, etc. Mais aussi derrière un intérêt à se dire mais même si potentiellement il y a des moments où c'est pas rentable, il faudra quand même que je mine parce que j'ai pas envie de laisser mon voisin tout miner. Parce qu'il y a aussi cette génération de nouveaux bitcoins qui peut servir pour des pays. Je prends le cas de l'Iran. L'Iran mine depuis un certain temps. Ça lui permet de générer des jetons qui sont nouveaux et donc de s'en servir dans le commerce international sans avoir besoin de se fournir à l'étranger en bitcoin, par exemple. Donc il peut y avoir plein d'enjeux qui montrent que le minage va avoir différentes facettes qui font un jeu géopolitique dans le jeu géopolitique qu'est lui-même Bitcoin. Est-ce que, et tu n'hésites pas à me corriger si je me trompe, dans un certain sens, les États veulent participer pour en fait avoir un mot à dire, est-ce qu'on pourrait avoir cette analogie, un mot à dire sur la gouvernance de Bitcoin à travers le minage ? Oui, ça je pense que... Alors, c'est pour être assis à la table, en fait. C'est pour être assis à la table, mais il ne faut pas non plus le surjouer. C'est-à-dire que la gouvernance de Bitcoin, et en tout cas
C'est plus complexe culturellement, que juste le minage. Alors voilà, numéro 1, c'est plus complexe que le minage, juste. Donc il y a quand même aussi une question encore une fois, de nœuds d'utilisateurs, d'acteurs économiques. Mais aussi, je pense que c'est plus un garde-fou qu'une vraie participation, dans la mesure où sur Bitcoin, pour changer des règles de consensus, en règle générale, on attend d'avoir 90-95% de consensus avant de changer quoi que ce soit. La culture de Bitcoin, c'est une culture qui est de l'inertie. Pourquoi ? Parce que la valeur ajoutée de Bitcoin, c'est son inertie. C'est le fait qu'on est sûr que ça ne va pas changer. Donc personne ne prend le risque de changer le protocole ou de changer une règle dans Bitcoin si on n'est pas absolument certain dans tout l'écosystème que c'est la seule bonne décision à prendre. Donc le fait de disposer de, je sais pas moi, 25% de la puissance de calcul sur le réseau Bitcoin, ça permet d'avoir une voix influente, mais c'est tout. On va pas avec 25%, on censure pas des transactions, on fait rien de particulier sur le protocole, voilà. Donc faut pas le surjouer non plus, mais ça peut être intéressant quand même de pas être à 0%, parce que dans ce cas-là, on est sorti du jeu en fait, effectivement. Ok, ouais, d'où plus un garde-fou qu'une vraie influence sur la gouvernance. Pour moi, la théorie des jeux jouera son effet, c'est-à-dire que on peut faire des scénarios entre guillemets catastrophes dans lesquels les États-Unis prennent 60% de la puissance de calcul et donc ils peuvent, théoriquement, s'ils ont ça, censurer les transactions qui ne sont pas en vie. Par exemple, ils ont une liste à l'OFAC des transactions, des entités sous sanction. Bah, voilà, ils disent toutes les adresses qui sont associées à cette liste de l'OFAC, aucun bloc de Bitcoin ne doit accepter ces transactions-là. Voire, ils peuvent être coercitifs et dire aux autres, vu qu'on a 60% de la puissance de calcul, nous, on fera notre chaîne à nous. Et si vous en voulez pas, bah, tant pis, vous prenez le risque. Sauf que d'un point de vue économique, la façon dont fonctionne Bitcoin, c'est que la chaîne la plus longue l'emporte. Et qu'en ayant 60% de la puissance de calcul, en fait, à long terme, c'est elle qui gagne. Donc en fait, par effet boule de neige, les 40% restants vont en fait s'aligner sur les États-Unis parce qu'ils n'ont aucun intérêt à miner des Bitcoins qui potentiellement dans 1h30 ne sont pas sur la bonne chaîne. Donc on peut quand même avoir des effets un petit peu de rapport de force qui sont importants dès lors qu'on dépasse une certaine puissance de calcul. Encore une fois, théorie des jeux, c'est-à-dire ce serait une attaque contre leur propre réseau. S'ils font ça, la valeur de Bitcoin s'effondre, donc en fait ils minent des Bitcoins qui valent plus rien. Et puis il y a d'autres intérêts qui peuvent rentrer en compte, qui relèvent de l'extra Bitcoin, je me disais l'énergie, etc., etc. Donc ça fait partie des vecteurs d'attaque théoriques. Mais d'ici là, à ce qu'on ait un État qui prenne X% de la puissance de calcul de réseau, il faut encore se lever de bonne heure, puisque c'est une des raisons pour lesquelles le proof of work, donc la preuve de travail, le fait de calculer, est en tout cas sur ce point-là supérieur aux autres algorithmes, c'est que si on veut attaquer Bitcoin, en fait, ça veut dire qu'il faut doubler la puissance de calcul sur le réseau et de faire en sorte que toute cette nouvelle puissance, ce soit soi-même. Donc ça veut dire en termes d'énergie, il faut sortir, 20 réacteurs nucléaires de terre maintenant, alors qu'évidemment ça prend 10 ans à construire. Concentrer toute de l'énergie là-dessus, ouais. Sans que personne ne le voit. Les machines, il faut avoir les machines, le hardware en face, alors qu'il n'y a que 2 ou 3 fabricants et qu'ils sont tous en tension et qu'ils ne livrent pas avant 6 mois. Donc il y a un aspect logistique, c'est pas juste, hop, comme dans le proof of stake, on peut s'approprier les jetons. Tout ça, on peut le faire comme ça en 10 minutes. Il faut juste beaucoup d'argent. Mais dans le Bitcoin, l'argent ne suffit pas. Il faut l'énergie disponible, les machines, etc. etc. Ouais. Ok. Tu parles aussi dans le livre d'une bataille du narratif. Yes. Qui mène cette bataille aujourd'hui et pourquoi c'est important ? Plusieurs acteurs mènent la bataille. Je pense que c'est important de voir que Bitcoin, comme n'importe quel objet d'analyse, ou en tout cas qui vient perturber l'ordre existant, fait l'objet d'une bataille symbolique. Parfois, il suffit de gagner la bataille symbolique. Il n'y a pas besoin de gagner la bataille factuellement. Si un objet est décrédibilisé, en fait, on marginalise ses défenseurs et donc, en fait, ils ont un impact marginal par définition. Donc il y a une vraie bataille du narratif autour de Bitcoin, donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte sur l'objet Bitcoin, qui pendant très longtemps a été un narratif imposé par ses opposants, parce que c'est vers eux qu'on se tournait lorsqu'on avait besoin de savoir sur des sujets qui sont liés à Bitcoin. Toujours le même exemple, mais en France, si vous voulez parler d'inflation à la radio, Banque de France, immédiatement. Il n'y a personne d'autre pour parler d'inflation, sauf que la Banque de France est jugée partie. C'est son job de lutter contre l'inflation. Donc évidemment, vous n'allez jamais trouver le gouverneur de la Banque de France à la radio en train de dire on a mal fait notre travail. Ça n'existe pas. Même quand l'inflation est à 10%, c'est pas sa faute. C'est la faute de tout le monde, mais pas elle. Beyoncé en Suède, je rappelle toujours l'épisode, mais qui avait été attribué comme responsable de l'inflation. Donc il y a eu un narratif qui était imposé et tous les ans, un nouveau poncif. Terrorisme, blanchiment, écocidaire, c'est d'extrême droite, c'est masculiniste, c'est colonialiste, c'est c'est tout. Récemment, on a donc maintenant Bitcoin fait du bruit. C'est dommageable.
tous ces narratifs n'ont pas vraiment de base factuelle la plupart du temps, parfois un petit peu, typiquement oui le minage ça fait du bruit, super, oui, bon, une éolienne aussi, hein, n'importe quelle industrie fait du bruit, donc c'est pas spécifiquement ça, mais c'est plus la réaction d'intérêts qui sont bousculés et qui n'ont pas envie de voir la chose émerger. Exemple tout à fait pertinent, c'est tout le narratif autour de l'environnement et Bitcoin, qui est un narratif où quand on demande à quelqu'un dans la rue, vous en pensez quoi Bitcoin, l'environnement, instantanément la réponse c'est nul, ça va détruire la planète 8 fois. Pourtant, la littérature scientifique dit l'inverse. On commence à empiler les rapports, il y en a plus d'une vingtaine, tous revus par les pairs académiques, tout ce que vous voulez, Cornell, UCL, machin, qui disent tous ah non, en fait, c'est utile pour l'environnement. Sauf que le narratif, quand on le remonte, quand on fait la généalogie de ce narratif, c'est-à-dire on regarde en fait sur Internet, dans les médias, mais qui en a parlé en premier ? Qui a dit Bitcoin c'est nul pour l'environnement ? On remonte, on gratouille 2023, 2020, 2017, 2016, et en fait on tombe sur une source quasi unique, qui est en l'occurrence un salarié de la Banque centrale néerlandaise. Qu'est-ce qu'il vient faire à parler d'énergie et d'un objet qui vient le disrupter sans que personne ne lui pose jamais de questions sur son conflit d'intérêts ? En fait, ça a juste été repris, diffusé, et une fois qu'il commence à y avoir un ou deux étages de différence entre la source, typiquement si la source est reprise par un média et qu'un média reprend ce média, le troisième qui va reprendre ça ne questionnera plus la source. Pour lui, il y a deux médias qui le valident, donc terminé, ça ne l'intéresse plus. Donc une fois qu'on a passé ce truc-là, on se retrouve avec un narratif ambiant qui est que Bitcoin détruit la planète, jusqu'à des titres complètement farfelus. On rappelle 2017, World Economic Forum qui dit que d'ici 2020, Bitcoin consommera plus que la planète entière. Ce qui conceptuellement est impossible, hein, il faudrait miner sur Mars et arrêter tout le reste, donc c'est quand même difficile, mais c'est le genre de titre qu'on a sur des groupes comme le World Economic Forum qui ne sont pas n'importe qui. Donc on voit que le narratif est quelque chose de très puissant, qui ralentit l'adoption de façon certaine, puisque typiquement aujourd'hui il y a les ETF Bitcoin aux États-Unis, mais il y a une partie substantielle des institutionnels de la finance qui ne sont toujours pas dans le Bitcoin parce qu'ils ont peur du risque d'image qu'ils prennent s'ils vont sur Bitcoin, donc ils ont réussi à ralentir l'adoption, mais ils n'ont pas réussi à tuer l'objet. Donc l'objet, c'est juste qu'il va prendre plus de temps. Et donc ce narratif s'inverse. Sur l'environnement, il est en train de s'inverser. De plus en plus, on passe pour quelqu'un qui n'a pas travaillé son sujet, si jamais on dit que Bitcoin détruit l'environnement. Sur d'autres sujets, je pense que ça suivra le même processus. Hein, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et puis en fait, les faits le démentent, etc. Donc le narratif est important. Il y a vraiment tout un camp avec d'ailleurs différentes alliances, un peu contre nature très souvent, à la fois du système bancaire, de certains camps politiques, en particulier étatistes, pour lesquels, évidemment, si on vient attaquer la monnaie fiat, en fait, on vient attaquer un des responsables structurels de la boulimie de l'État. Donc, en fait, quand on est en faveur de la boulimie de l'État, on n'aime pas ça. Et donc, on se retrouve dans le même camp que le système bancaire, qu'on passe son temps à dire que c'est nul. Donc, il y a des alliances vraiment contre nature qui se forgent autour de Bitcoin, contre Bitcoin. Mais on voit que toute cette alliance-là a pour but de favoriser un narratif qui vise à le rendre marginal. Et puis en face, évidemment, il y a les bitcoiners, certains autres camps politiques. On rappelle par exemple souvent, Trump a parlé de crypto, donc c'est un truc de Trump, d'extrême droite, de je sais pas quoi. Avant Trump, sous le mandat de Biden, c'était des organisations de droits de l'homme qui envoyaient des lettres au gouvernement Biden pour dire « Attendez, nous, on s'en sert en Afghanistan, en Iran, à Hong Kong. C'est une monnaie de la liberté. S'il vous plaît, arrêtez de nous vilipender. » Mais ça, c'est très peu couvert. Les bitcoiners, à l'inverse, vont beaucoup plus couvrir ça que la partie que la Corée du Nord fait des hacks, etc., etc. Cette bataille du narratif, elle est en cours. Donc, on ne peut toujours pas dire qui a gagné, mais le rapport de force s'inverse clairement. Il y a 10 ans, on pouvait dire Bitcoin dans une salle, quelqu'un se levait pour dire taisez-vous. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est un objet qui est discuté sur la place publique, même s'il est toujours très tendu. D'avoir un débat sur Bitcoin, la chose a bien évolué entre-temps. Ouais. Sachant que, parce qu'il y a quand même une partie où les faits finalement gagnent. Au final, il y a aussi une partie très factuelle. C'est-à-dire quand on parle de ce papier scientifique et tout ça, même si dans la durée ça peut être étouffé ou mal interprété, ou enfin en tout cas on peut créer une interprétation, il y a un côté où d'un moment les faits sont les faits et donc la vérité sort, quoi. Oui, avec il y a certaines zones politiques ou espaces culturels qui sont moins perméables à la réalité et aux faits que d'autres. Donc il y en a qui se réveillent plus vite que d'autres, malheureusement. Autre sujet dont tu parles dans le livre, c'est la partie sur comment les États, les entreprises font face à Bitcoin. Hostilité, adoption partielle, opportunisme stratégique. Donc il y a différents pions à l'échiquier, si on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, les entreprises ont un prisme complètement différent aux États et sont certainement déjà plus réactives par nature. Tu abordes le sujet des monnaies numériques de banque centrale, donc là, côté État. Pour parler déjà de ça, en quoi, selon toi, sont-elles vouées à l'échec ?
Elles sont vouées à l'échec parce qu'elles elles ne résolvent aucun problème et que personne n'a intérêt à ce qu'elles sortent. Alors, elles résolvent aucun problème parce que la proposition de valeur d'une monnaie numérique de banque centrale, en tout cas selon nos amis de la BCE ou d'autres, c'est de proposer au public, en tout cas dans sa version retail, parce qu'il y a une version de gros, mais bon, on pourrait en discuter à côté, mais dans sa version retail, qui est donc la version sponsorisée par exemple par la BCE, c'est de redonner au public un accès direct à la monnaie centrale. Donc il y a besoin d'expliquer ce qu'est la monnaie centrale, mais en gros, la monnaie centrale, c'est la monnaie qui est directement une créance de la banque centrale. En gros, aujourd'hui, c'est le cash. Tout le reste, en dehors du cash, donc sur votre compte bancaire, compte PayPal, Visa, ce que vous voulez, ce n'est pas de la monnaie centrale, c'est de la monnaie commerciale. L'argent sur le compte BNP, c'est l'argent de la BNP. L'argent sur le compte Crédit Agricole, c'est l'argent du Crédit Agricole, et elle vous en fait généreusement crédit. Mais on comprend très bien cette différence. Si jamais BNP fait faillite, vous n'avez plus accès à cet argent-là. Si BNP fait faillite ou Crédit Agricole, peu importe, le cash, vous y avez toujours accès. Donc c'est deux monnaies de qualité différentes. La monnaie de banque centrale ne porte pas le risque de contrepartie d'un agent bancaire particulier. La numérisation de ces 20-30 dernières années a éjecté la monnaie centrale de l'économie parce qu'elle n'a pas pu se numériser. Quand on va dans le monde numérique, on est obligé d'intermédier. Parce que, à part Bitcoin, justement, avant Bitcoin, on ne savait pas faire, on ne savait pas représenter de la rareté numérique. Donc, on avait un problème informatique, en fait, de base, c'est qu'on ne pouvait pas représenter la rareté d'un euro ou d'une action ou quoi que ce soit. Et donc, on a intermédié avec des banques qui ont maintenant la responsabilité de faire la courroie de transmission monétaire de la politique monétaire dans l'économie, qui émettent le crédit et donc émettent la monnaie, et la quasi-totalité de la monnaie en circulation, de mémoire c'est au-dessus de 90%, aujourd'hui n'est pas de la monnaie banque centrale, c'est de la monnaie commerciale. Pour la BCE, c'est si je fais un euro numérique, eh bien, je redonne un outil numérique qui permet aux citoyens de base d'accéder à de la monnaie centrale sur Internet. Et donc là, boum, je viens de court-circuiter l'industrie bancaire parce que je peux avoir ce lien direct sans le risque de contrepartie. Bon, ça ne peut pas marcher parce que pour permettre ça, il faudrait que la BCE résolve le problème que seul Bitcoin résout aujourd'hui. Là, je parle vraiment du point de vue technique, c'est-à-dire il faudrait être en capacité, pour que ce soit de la vraie monnaie au sens incensurable, qu'il n'y ait pas de banque centrale. Parce que sinon, elle a un mot à dire sur où vont les transactions. Si c'est pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas sur un actif numérique, on est sur simplement la BCE se transforme en banque commerciale et elle gère les comptes de 500 millions de personnes, avec les risques qui vont avec. Donc, il faut sortir un support client, il faut être ouvert, je ne sais pas, à tel moment de la nuit, il faut pouvoir faire des opérations, ce que la BCE n'a ni dans son mandat, ni nécessairement envie de faire. Donc, on ne sait toujours pas, dans la communication notamment de la BCE, comment techniquement ils vont y arriver, parce que ce n'est pas possible. Je rajoute dans l'opération le fait que si elle veut respecter elle-même ses propres réglementations, on va avoir des vrais problèmes de confidentialité, parce que il faut pouvoir savoir qui fait les opérations, à hauteur de quel montant, pour respecter les réglementations sur la lutte contre le terrorisme, enfin le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Donc ce ne serait pas du cash, parce que le cash est anonyme. Si je le donne à quelqu'un, personne ne sait d'où il vient. Donc, on est dans cette contradiction. Mais ce n'est pas la seule, et c'est pour ça que je disais que personne n'a intérêt à ce que ça sorte. C'est que, in fine, c'est qui les parties prenantes autour de la table? Il y a les citoyens, il y a les banques, il y a la BCE, en gros, les entreprises, mais je les mets aussi dans les citoyens, en tout cas les utilisateurs. Les citoyens n'y ont pas intérêt. Ça ne résout aucun problème qui n'est pas déjà résolu par les banques commerciales. Les outils de paiement en sans contact, en carte bleue, fonctionnent déjà très très bien. Et accessoirement, c'est juste un risque supplémentaire sur leur vie privée, piloté par une entité qui peut être politique. Même si, dans ses statuts, la BCE est indépendante, dans la pratique, elle montre souvent des brèches dans cette indépendance politique. Donc, ça veut dire potentiellement donner accès à ses comptes, à ses dépenses, à une institution que je n'ai pas choisie, sur laquelle je n'ai pas d'échappatoire. Il y a un seul euro numérique, alors que des banques, j'en ai plusieurs, donc je peux faire le choix. Le deuxième acteur, c'est les banques. Mais aucun intérêt à ce que ça sorte. C'est-à-dire ça viendrait les court-circuiter, elles perdent leur relation directe avec le citoyen parce qu'elles se font bypasser par l'euro numérique. Et en plus, et là c'est un non-intérêt à la fois pour les banques et pour la banque centrale, c'est que du coup ça crée un bank run. C'est-à-dire que situation, moi demain on me dit qu'il y a un euro numérique qui a donc strictement la même utilité que l'euro de ma banque. En fait, je vais vendre tous mes euros de banque commerciale pour aller sur de l'euro numérique, puisqu'il y en a un qui porte un risque de contrepartie et pas l'autre. Donc, j'ai aucun intérêt à garder mes euros chez la BNP, Crédit Agricole, Société Générale, qui on veut. Donc, en fait, ce faisant, je viens de vider tous les comptes bancaires. Donc, je vais créer un bank run. Donc, pour la BCE, c'est contre une de ses missions statutaires, à savoir la stabilité financière, puisqu'on crée littéralement une crise financière.
Et pour les banques, elles viennent de perdre tous leurs dépôts, donc leur capacité à financer l'économie, à émettre des crédits, etc., etc. Qui plus est, en France, on a un problème majeur qui est que les banques sont un oligopole, il y en a 5 en gros, 5 groupes bancaires, et qui contrôlent 90% des actifs bancaires du pays. C'est un des ratios les plus élevés du monde. En Europe, les 5 plus grosses, c'est 25% ou 30%, c'est pas 90%. Aux États-Unis, c'est 40%. En France, on est à 90%. Et elles sont toutes systémiques. C'est-à-dire que le FSB, qui est le Financial Stability Board au niveau mondial, fait un classement des banques systémiques. Donc il y en a une trentaine au niveau mondial, et dans la trentaine, toutes les françaises sont systémiques. Systémique voulant dire too big to fail. Si elles tombent, l'économie mondiale s'arrête. Donc il y a un chantage très important qui est effectué. On ne peut pas court-circuiter le système bancaire français sans faire s'effondrer l'économie avec. Donc dans tout ça, on se rend compte que la proposition de valeur n'est pas claire, les risques sont importants, personne n'a intérêt à ce que ça sorte, ni la BCE qui ne veut pas se transformer en banque commerciale et créer un risque de bank run, ni les banques qui se font court-circuiter, ni les citoyens. Donc en fait, la seule raison pour laquelle ça pourrait sortir, c'est parce que quelqu'un veut laisser comme une loi à son nom lorsqu'on quitte un gouvernement. Là, c'est laisser un projet à son nom en quittant tel organe comme la BCE, alors que ça n'a strictement aucun intérêt pour personne. Et le narratif qui est poussé sur les MNBC en ce moment, notamment en Europe, puisque aux États-Unis, Trump a signé un décret pour dire c'est interdit les MNBC, en Europe, c'est le narratif de la souveraineté. C'est attention, Trump fait n'importe quoi, le monde se régionalise, il y a des conflits, donc il nous faut de la souveraineté sur les instruments de paiement. Or, on paye tous par Visa, Mastercard, PayPal, c'est pas européen, donc la BCE est légitime à intervenir. Ça embêtait beaucoup moins la BCE il y a encore quelques années, quand c'était déjà le cas largement et que tout le monde paye sur des solutions, voire qu'elle-même a contribué à l'élaboration de réglementations que les acteurs privés européens. Donc c'est vraiment plus un artifice communicationnel pour justifier le fait de pousser un outil qui n'a que des risques et aucun avantage identifié. Pour toi, potentiellement un projet mort avant même d'être né? Dans sa théorie, oui. Le problème, c'est que je fais confiance à l'Europe pour pousser quand même. Alors je parle de l'Europe parce que je suis européen, mais en Chine, il y a le yuan numérique qui est déjà en place. Au Nigeria, elle a été lancée aussi la monnaie numérique, le iNaira. Dans les deux cas, il y a des enseignements à en tirer. La Chine, on ne refait pas tout un débat sur le système de contrôle social, mais effectivement, là, c'est pertinent pour le Parti communiste chinois d'avoir un objet qui permet d'aller encore plus loin. Au Nigeria, la monnaie s'est effondrée. On est à moins 80 ou 90% l'espace de quelques années, 3-4 ans. Le gouverneur de la Banque centrale est en prison. Enfin, on est sur un truc assez sympathique. Donc, ce ne sont pas des marques de succès folichons. En Europe, pour ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas parce que tous les signaux sont au rouge que ça n'a jamais empêché quelques fonctionnaires ou bureaucrates européens de pousser en avant. Il y a une quantité de réglementations en ce sens qui n'ont strictement aucun intérêt et qui sont poussées quand même parce qu'il faut bien laisser une marque. Donc là, c'est pareil. Christine Lagarde a déclaré juste après que Trump ait annoncé sa réserve stratégique en Bitcoin, les Stablecoin Act, etc. Elle a dit non, nous, on va accélérer. Il faut que l'euro numérique soit prêt en octobre. On n'a toujours pas d'intérêt identifié, mais il faut accélérer. Et justement, pour rebondir là-dessus, comment tu vois un peu les différents profils des différents États se dessiner? Là, on a effectivement parlé de comment l'Europe aborde le sujet. Comment est-ce que c'est à l'antipode, potentiellement, je sous-entends la réponse, mais de l'administration américaine ou d'autres pays? Alors, il y a beaucoup de pays qui sont dans une situation de dilemme, c'est-à-dire c'est pas tout blanc, tout noir. Des pays comme les États-Unis sont en dilemme, mais la Chine aussi est en dilemme, la Russie est en dilemme. Pourquoi les États-Unis sont en dilemme? Parce qu'ils ont la monnaie de réserve internationale. Donc en fait, ils ont une approche de l'innovation qui a été celle qui a déjà été lors d'Internet, c'est-à-dire il nous faut les géants chez nous, on va avoir du soft power par nos entreprises, etc. Donc il faut attirer l'innovation. Ce qu'ils font sur les cryptos, les bitcoins en particulier, la plupart des mastodontes sont américains. Et ils opèrent en Europe, ils opèrent dans le reste du monde et ils sont en train de devenir des entreprises qui sont pour certaines beaucoup plus grosses que des banques et d'ailleurs certaines sont en train d'aller chercher des licences bancaires pour quasiment avaler en fait la finance traditionnelle. Donc il y a ce dilemme de est-ce que je détruis la monnaie de réserve internationale qui est littéralement un objet de puissance monstrueux, mais je le fais parce que je sais que c'est inévitable avec ce nouvel objet qui vient d'émerger et quitte à le faire, autant l'anticiper pour préempter ce nouvel étalon monétaire, ou est-ce que je me ferme les œillères et je dis non, ça n'existe pas et on essaye de vivre sur le statut du dollar le plus longtemps possible. L'administration Trump a fait le choix de dire on ouvre les vannes à l'innovation et puis on verra. Après, c'est aussi parce que un de ses buts à Trump, c'est
précisément de quasiment tuer le dollar, en tout cas de le dévaluer substantiellement, parce qu'il estime que c'est un problème pour la compétitivité américaine, ce qui est vrai. Mais il ne pourra pas garder tout quoi. Dans l'affaire, il ne pourra pas faire le strike d'avoir la monnaie dévaluée, mais en même temps, ça reste mondial, et en même temps, il peut réexporter, réindustrialiser, etc. À un moment donné, il faut qu'il choisisse entre les différents objectifs contradictoires. Mais en tout cas, depuis le début de sa présidence, il envoie des signaux positifs à l'industrie, en disant on arrête de vous pourchasser, de fermer vos comptes bancaires, on change le président de la SEC, on fait une réserve stratégique, etc. Des signaux négatifs au sens de ce que j'ai dit en introduction, c'est qu'il a mis beaucoup de temps avant d'assumer un discours dans lequel il sépare bien les sujets Bitcoin et crypto. Et donc, il a donné du grain à moudre lorsqu'il disait je vais lancer un Trump Coin, je vais mettre du Solana dans ma réserve, etc. En fait, ça donnait du grain à moudre à des gens qui disaient regardez, c'est encore un truc de fou, c'est du conflit d'intérêts, etc. Ce qui était tout à fait juste, quand il lance son même coin ou qu'il met du Solana, c'est du conflit, enfin, très largement du conflit d'intérêts. Donc, c'est des messages un peu mitigés. Pour la Chine, la situation, c'est qu'il y a elle, c'est la puissance émergente, évidemment, qui vient rivaliser avec les États-Unis, mais qui le fait avec une monnaie contrôlée. Il y a un contrôle d'échange, il y a un contrôle sur la monnaie, il y a un respect du droit de propriété qui n'est pas nécessairement le plus fort en Chine. Et donc, elle a sa propre monnaie, le yuan, mais elle n'a pas nécessairement envie que ce yuan devienne une monnaie de réserve internationale parce que ça viendrait prendre le privilège du dollar, mais en même temps, ça viendrait prendre le fardeau du dollar, c'est-à-dire baisser la compétitivité de ce qui est devenu l'usine du monde. Donc, pas terrible non plus. Donc, est-ce que je laisse faire ce Bitcoin qui, pour la Chine, du coup, peut être un vrai outil agressif, c'est-à-dire je garde le yuan et je contrôle ma population avec du contrôle social et du yuan numérique. En revanche, à l'extérieur de mes frontières, je vais dire à la Russie, je vais dire aux Philippines, je vais dire au Vietnam, maintenant on échange en Bitcoin plutôt qu'en dollars. Ça permettrait de saper l'influence américaine sans pour autant toucher à leur propre situation monétaire. Donc il a déjà été révélé plusieurs fois maintenant que la Chine commerce avec la Russie en Bitcoin, avec d'autres pays en Bitcoin, et que même si c'est théoriquement interdit, il reste une partie non négligeable de minage en Chine parce qu'en fait les autorités locales en ont besoin pour équilibrer des réseaux, utiliser des surplus. Donc la Chine joue un double jeu et elle passe notamment par Hong Kong en fait, qui est vraiment sa plateforme entre les deux mondes pour dire on regarde ce qui se passe, on fait des licences bancaires, on tolère l'innovation, et puis si jamais ça marche, on regarde pour la Chine si on peut le déployer. Donc la Chine joue dans ce dilemme-là, qui est complété d'un autre dilemme, à savoir que Bitcoin, c'est la monnaie de la liberté. Et donc évidemment, quand on est un régime autoritaire, on n'aime pas que des manifestations à Hong Kong puissent se servir de Bitcoin sans passer par des banques chinoises, qu'on puisse financer l'opposition en Chine en contournant le système bancaire. Tout ça, elle n'aime pas particulièrement. Et la plupart des autocraties ont ce dilemme-là. L'Iran, là aussi, l'Afghanistan, là aussi, la Russie, là aussi, évidemment. C'est que s'ils autorisent ça pour saper l'influence des États-Unis, en fait, ce faisant, il légitime l'utilisation d'un outil par tout ce qui est minorité opprimée, opposants politiques, etc., etc. Donc la Russie est aussi dans ce dilemme-là. Est-ce que je m'en sers ? Oui. La Russie, ça se voit publiquement parce qu'on a... c'est moins le cas aujourd'hui, mais pendant plusieurs années, à chaque fois qu'il y avait une déclaration de la Banque centrale russe pour dire le Bitcoin c'est nul, on avait quasiment 2 semaines après le gouvernement qui répondait non, le Bitcoin c'est trop bien. Et donc en fait, on voit qu'il y a vraiment cette dualité entre la Banque centrale dont le but est de préserver le rouble, voire de l'exporter et d'en faire une monnaie le plus utilisée possible, et le gouvernement qui sait que lui, il a des enjeux géopolitiques et que donc du coup, il ne peut pas taper sur des mineurs qui viennent l'aider à monétiser des surplus d'énergie, à commercer à l'international, à contourner SWIFT et à contourner le blocus entre guillemets occidental. Et l'Europe, effectivement, plus compliqué parce qu'on est dans ce globi-boulga où réglementairement on a absolument voulu serrer la vis avant même qu'il existe des acteurs économiques parce qu'on l'a perçu comme une tentative de venir voler le monopole de la BCE et donc que c'était des méchants acteurs privés qui voulaient faire de la monnaie privée. Et donc tout a été mis dans le même panier. Les stablecoins ont été perçus comme une menace, le Bitcoin est perçu comme une menace, enfin tout est perçu comme une menace et donc il y a des précarés qui ont été conservés. La BCE a un droit de veto par exemple dans la réglementation européenne. S'il y a un stablecoin euro qui fonctionne, la BCE peut le tuer. Elle a un droit de veto, elle peut dire non, j'ai pas envie que ça marche. Donc évidemment, même sur les stablecoins, ils sont tous américains, même les stablecoins euros sont émis par des Américains, et donc on est dans cette situation où on regarde malheureusement cet avenir monétaire se dessiner sans nous, et j'ai l'impression que cette réponse de la BCE par l'euro numérique, c'est une forme quasiment de spasme bureaucratique en fait, d'une entité qui se sent menacée et qui ne sait pas quoi faire, parce que le pouvoir lui échappe, et donc il faut absolument qu'elle serre la vis.
Ce faisant, Lagarde avait déjà dit que son modèle, enfin en tout cas on était en retard sur la Chine, je cite ses propos, pour l'euro numérique. Donc le fait que le modèle soit la Chine pour des sujets de cette nature-là, de contrôle politique, est peu rassurant, et donc devrait d'ailleurs conduire, et je pense que ça intéresse les utilisateurs de Bitstack, c'est que justement si l'État, l'Union européenne, les élites politiques et économiques ont abandonné ce sujet-là, voire s'abordent le navire, en fait il est de la responsabilité de chaque Européen de lui-même se sauver, entre guillemets, en essayant de quitter ce navire-là et en récupérant l'Arche de Noé qui est Bitcoin. Très bien dit. Dernier point avant de passer à une autre partie, et d'ailleurs la dernière partie, ou troisième partie du livre en tout cas, qui est, on a dit qu'il y avait dans cet écosystème donc les États, les citoyens, et dans les citoyens inclus les entreprises. C'est quoi du coup la relation Bitcoin-les entreprises? En quoi c'est une opportunité stratégique pour les entreprises Bitcoin? Alors les entreprises déjà sont plus pragmatiques que les États. En général, elles ont un couperet qui s'appelle la rentabilité. Et donc elles regardent la chose de façon complètement différente. Elles le regardent en fonction de est-ce qu'il y a un momentum, est-ce que c'est rentable, est-ce que j'ai un risque d'image. Donc pendant très longtemps, le risque d'image a été supérieur à tout le reste, donc elles n'y sont pas particulièrement allées. Puis ensuite, le risque commercial a pris le pas. C'est le cas des ETF aux États-Unis. C'est le lancement d'ETF le plus réussi de toute l'histoire. Pendant tout ce temps qu'elles n'ont pas proposé d'ETF, en fait, elles ont perdu des clients. Autant de clients qui sont allés chez des acteurs du monde crypto, les plus connus étant Coinbase, Kraken, etc. Qui aujourd'hui, Coinbase est en bourse, ils ont plus de 100 millions de clients vérifiés. C'est plus que le Crédit Agricole, qui est la plus grande banque retail de France. Donc c'est pas rien, c'est beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de dépôts, beaucoup d'argent. Et donc ils sont obligés de bouger. Ça, c'est pour les institutions financières, je dirais. Pour les entreprises classiques, la question qui se pose, c'est la question qu'avait posée Michael Saylor, donc le patron de stratégie maintenant, lorsqu'il avait écrit sa lettre à ses actionnaires en 2020 en disant « On a une trésorerie en dollars, le dollar, c'est un glaçon qui fond. Tout l'argent qu'on ne dépense pas et qu'on garde en dollars, c'est juste du pouvoir d'achat qu'on perd en tant qu'entreprise. Donc il faut qu'on trouve un actif de réserve différent. » Pour beaucoup d'entreprises, en tout cas pour celles qui ont de la trésorerie disponible, c'est-à-dire pas tant que ça, mais en tout cas une partie, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait de toute cette trésorerie. Et le Bitcoin, aujourd'hui, commence à avoir un track record de 15 ans qui montre que c'est un actif très performant, qui diversifie le portefeuille, qui réduit voire le risque du portefeuille, et donc qui est pertinent, y compris lorsqu'on fait juste de la gestion de trésorerie. Le bouchon poussé le plus loin, c'est les Bitcoin Treasury Company, donc qui ont changé de standard de trésorerie. Maintenant, elles comptent en Bitcoin. Leur but, c'est d'augmenter le nombre de Bitcoin par action, et donc de maximiser justement l'acquisition de Bitcoin avant qu'il ne soit trop tard. En fait, avant que la bataille pour sa détention commence, elle a déjà un peu commencé, mais elle pourrait être bien plus virulente, évidemment. Donc ça, en revanche, c'est une posture qui ne convient qu'à des entreprises qui sont rentables. Parce qu'évidemment, si on est une entreprise qui lutte contre son propre besoin de fonds de roulement, qu'on n'a pas de quoi payer les salariés avant que le client ne paye, la question de la gestion de la trésorerie ne se pose pas, puisque de toute façon, on est déjà en train de lutter contre le temps. Donc ça ne concerne pas toutes les entreprises. En revanche, je vais faire un point qui est plus systémique et qui concerne les entreprises, mais pas que, c'est que la raison pour laquelle un certain nombre de personnes, enfin la plupart des gens et des entreprises, en fait, se posent des questions vis-à-vis de l'allocation de capital qui sont biaisées, c'est parce que le système monétaire incite à ne pas préserver son capital, à ne pas être sobre. En fait, il distord la perception du risque, du coût d'opportunité. C'est-à-dire que quand on est une entreprise, en fait, dans un monde idéal, on a de l'argent en trop, on a dégagé de l'argent avec des activités, on peut se poser la question de est-ce que je le réinvestis dans une activité qui fait sens pour moi d'un point de vue stratégique ou pas? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais de cet argent? Est-ce que je le distribue aux actionnaires? Est-ce que je le garde en réserve, etc. Dans le système fiat, en fait, cette alternative de le garder en réserve est punitive, puisqu'en fait, on perd de l'argent. On le garde comme ça en dollars ou en euros, et puis en fait, tous les ans, elle perd en pouvoir d'achat. Et donc, ça force la main. En fait, ça force l'entreprise à dire non, mais là, ton projet d'investissement, c'est pas le meilleur du monde, mais vas-y quand même. Et donc, on crée ce qu'on appelle le malinvestment, donc les gens qui investissent de façon précipitée, mauvaise, ou en tout cas pas dictée par la seule rationalité, ou en tout cas espérance de rentabilité. Si on pense en Bitcoin, en fait, on vient réarbitrer ce coût d'opportunité en disant on n'investit que dans les projets qui font vraiment sens, qui ont un rendement du capital attendu qui est important. Si j'ai un projet qui ne me rend que 0,5% ou 1% par an, c'est pas suffisant, et je vais rester en Bitcoin. Donc, c'est une approche complètement différente, y compris de la stratégie d'entreprise, de se mettre à réfléchir en Bitcoin. Évidemment, je ne dis pas que la semaine prochaine, toutes les entreprises réfléchiront en Bitcoin, mais je pense qu'au fur et à mesure que
le système fiat montrera ses limites en termes de préservation du pouvoir d'achat, de plus en plus d'entreprises vont finir par se tourner vers Bitcoin et qu'elles forceront elles-mêmes la main à certains États ou politiciens à considérer le sujet comme étant beaucoup plus sérieux que finalement si c'est 3 geeks dans un garage qui disent oui, mais si, je vous jure, ce truc-là est si stylé. Ok, super intéressant. Je voudrais passer sur la dernière partie du livre, parce qu'on pourrait rester sur les 2 premières parties qu'on a déjà pas mal abordées. Vous ouvrez la réflexion plus sur l'avenir. Du coup, j'avais une première question pour toi, c'est est-ce qu'on peut considérer Bitcoin vraiment comme une valeur refuge dans ce contexte géopolitique et aussi dans un contexte qui est plus que jamais aujourd'hui incertain? Alors déjà, pour commencer la réponse, il faut faire une différence entre la valeur refuge et la réserve de valeur, qui sont des notions proches mais qui ne sont pas exactement les mêmes, et une différence aussi entre la réponse aujourd'hui et la réponse potentielle dans le futur. Une réserve de valeur, c'est quelque chose dont on espère à long terme qu'elle préservera son pouvoir d'achat. Donc ça veut dire on peut dormir sur ses 2 oreilles, se réveiller dans 10 ans et on a le même pouvoir d'achat, ou mieux. Mais en tout cas, typiquement, l'euro ou le dollar ne sont pas des réserves de valeur. C'est vraiment, je peux mettre ma main à couper que tous les ans, je perds en pouvoir d'achat. Donc, c'est clairement pas une réserve de valeur. La valeur refuge, elle a vraiment beaucoup plus une connotation de crise. Il y a un événement important, majeur qui se passe. Comment réagit cet actif? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il se préserve? Mais on peut très bien avoir quelque chose qui est une réserve de valeur et qui n'est pas une valeur refuge, ou l'inverse, qui est une valeur de refuge, mais que les gens se précipitent pour résoudre un problème de court terme, et lorsque la crise est résolue, ils en sortent, ils reviennent sur d'autres actifs. Aujourd'hui, Bitcoin, je vais dire approuver, ce sera un bien grand mot, puisqu'on ne peut jamais totalement prouver. La perception de réserve de valeur ou de valeur de refuge, de toute façon, c'est une perception sociale, donc elle peut bouger à tout moment, c'est un consensus. Mais globalement, sur 15 ans, je pense qu'on peut dire de manière assez sereine que Bitcoin a préservé le pouvoir d'achat. Il l'a largement amélioré pour toute personne l'ayant détenu plus de quelques mois ou quelques années. Est-ce que ça va être amené à continuer? Je le pense. Il y aura probablement moins d'upside, ça montera moins, mais ça devrait préserver le pouvoir d'achat par rapport à la dilution monétaire qui est en face. Donc pour la partie réserve de valeur, le débat en fait a de moins en moins lieu. On constate que c'en est une. Ça peut changer, mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas de raison d'avoir un changement drastique. Sur la partie valeur refuge, ça fait plus débat. Parce que certaines études économiques, et Nathalie Janson dans un autre épisode, on a peut-être parlé, mais elle-même a fait une étude pour montrer est-ce que c'est ou non une valeur refuge. Elle fait son étude, elle montre oui, ça fait partie des valeurs refuges, au même titre que le franc suisse, que l'or, qui sont des endroits vers lesquels les gens se ruent lorsqu'ils ont une problématique importante, géopolitique, nationale ou quoi. Et certains événements donnent raison à cela. Je pense notamment lorsqu'il y avait eu, par exemple, le budget de Liz Truss en Grande-Bretagne. En l'espace de quelques jours, les marchés financiers ont perdu toute confiance dans la Grande-Bretagne. Les fonds de pension ont commencé à dire on va faire faillite. Ça a été un sacré bazar. Le Bitcoin, à ce moment-là, s'est changé en Grande-Bretagne avec une premium. Parce que les Britanniques ont commencé à vendre leurs actifs pour acheter du Bitcoin, qui était un actif international et qui donc du coup voyait le risque britannique complètement dilué. En achetant du Bitcoin, on n'était plus exposé à la Grande-Bretagne. Donc en fait, l'événement donne raison à cette chapelle-là. On peut le constater sur d'autres événements, évidemment, bon, je ne vais pas en faire la liste, mais BlackRock avait fait un tableau d'ailleurs à cet égard-là, en disant qu'en plus, il fallait faire attention parce que quand on regarde la valeur refuge, il faut regarder à 5 jours, à 10 jours, à 60 jours, comment ça se comporte. Et il y a une autre variable qui est importante, c'est que Bitcoin cote tout le temps. Et donc Bitcoin réagit à la seconde à des événements, alors que des actions, par exemple, comme il y a eu plusieurs fois ces dernières années l'Iran et Israël qui s'excitent entre eux, ça arrive souvent le week-end, mais en fait les marchés, quand ils ouvrent le lundi, la crise est résolue, donc on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Le Bitcoin cote tout le temps, donc il réagit à ces différentes annonces. Donc BlackRock montrait que par exemple si on regardait sur un jour ou deux, Bitcoin performait pas si bien que ça, mais qu'en fait sur 10, 20, 60 jours, Bitcoin en fait surperformait les autres sur des crises géopolitiques, la guerre en Ukraine, le Covid, le machin, le bidule. Maintenant, je pense que cette partie valeur refuge, elle n'est pas tout à fait confirmée. Il y a certains autres événements qui ont montré, on le disait justement, le Covid à 10 jours, la guerre en Ukraine à 10 jours après. En règle générale, le Bitcoin ne s'est pas toujours bien comporté. Il est parfois allé dans le très négatif. Et donc, on ne peut pas encore l'assurer avec autant de certitude, je pense, que pour la partie réserve de valeur. En revanche, dans ses caractéristiques, pour moi, oui, il partage toutes les caractéristiques d'un actif refuge. C'est juste qu'il faut que le consensus social se forme. Et ça, ce sera le futur qui le dira ou pas. Est-ce que pour toi, c'est quoi les vrais risques et les vraies menaces pour Bitcoin? Elles sont plus techniques, politiques? Il y a un vrai risque, j'allais dire,
on pourrait faire la liste effectivement des risques d'ordre, par exemple, technique. On l'a dit, on pourrait faire la liste, le quantique, les attaques 51%, le changement dans le code, des trucs comme ça, qui sont des risques qui existent, mais en fait qui sont, je trouve, surcotés entre guillemets dans le débat public, c'est-à-dire que leur probabilité d'occurrence et leur risque perçu est supérieur à la réalité. Il y a eu dans l'histoire de Bitcoin à un moment donné le code qui avait eu un bug, c'était en 2000, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était en 2011, quelque chose comme ça, qui était le overflow bug, donc quelqu'un s'était créé des milliards de Bitcoin alors même qu'il ne peut en exister que théoriquement que 21 millions, qui a été résolu immédiatement dans les quelques heures par les core développeurs, et depuis l'uptime est de 100%, globalement Bitcoin ne s'est jamais arrêté. Pourtant, le réseau vient de faire son entrée dans le top 5 des actifs les plus valorisés de la planète. Et donc, ce n'est pas les incentives à l'attaquer qui manquent. Il se fait attaquer tous les jours. Et pourtant, il est résilient. Il est résilient d'un point de vue du minage, d'un point de vue du code, d'un point de vue de plein de choses. Donc, ce risque est un petit peu surévalué, surjoué. Ça ne veut pas dire qu'il est inexistant, mais il occupe une grande place du débat lorsqu'on parle des risques autour de Bitcoin. Alors qu'il y a des risques peut-être moins discutés, qui me semblent pour le coup plus problématiques. Le premier risque, c'est tous les aspects de confidentialité. Bitcoin est souvent présenté comme la monnaie des terroristes, des criminels, machin, parce que c'est anonyme. Pas du tout. En fait, le problème est inverse. C'est bien trop public. C'est bien trop transparent. Et donc, évidemment, pour des transactions internationales, sensibles, etc., en fait, on pourrait avoir justement le problème inverse, c'est que ce soit un outil de surveillance. Et que d'une promesse de liberté, on se transforme avec de l'analyse de flux généralisée qui me permet de savoir ce que tout le monde fait avec son argent. À juste titre, si on se dirigeait vers cela, on pourrait avoir un rejet massif de Bitcoin parce qu'on préférerait, entre guillemets, être surveillé par une banque et avoir le choix entre plusieurs banques plutôt que d'avoir un réseau mondial dans lequel tout le monde peut suivre tout ce qu'on fait. Et c'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, des boîtes d'analyse qui regardent toutes les transactions, ça existe déjà, où on peut retrouver des identités derrière si vraiment on y met les moyens. Donc ça, pour le coup, c'est un risque. Il y a un autre risque qui est celui de la marginalisation. J'en parlais tout à l'heure, ça c'est une question qui n'a rien de technique, qui est une question de narratif. C'est si le narratif dominant qui gagne, c'est celui que Bitcoin, c'est nul, c'est pour le terrorisme, machin, Bitcoin peut très bien avoir un destin à la Darknet. Darknet qui, originellement, est Internet. C'est le vrai Internet, entre guillemets. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'appelle Darknet. Donc, pour bien faire comprendre que c'est l'endroit où il y a les méchants, et donc personne n'y va parce que c'est ostracisé, et que comme toutes les entreprises ne veulent pas de risque d'image, elles vont sur Internet non Darknet, et donc du coup, en fait, elles ont créé un autre Internet un peu plus policé, un peu moins cypherpunk, anarchiste, qui pourtant, à côté, continue de vivre. Donc, on peut très bien avoir une marginalisation de Bitcoin via la bataille remportée sur le narratif, qui en fait terminerait avec quelques bitcoiners sur leur château fort dans leur colline qui diraient non c'est ça le vrai bitcoin, et en fait le reste du monde qui utilise le bitcoin de BlackRock, quoi, en gros. Je le fais très rapidement, mais ça c'est des risques qui n'ont rien d'ordre technique mais qui sont à mon sens beaucoup plus réalistes dans leur transformation dans le réel que les risques techniques qui certes existent mais sont pour moi trop mis en avant. Et alors, c'est pas une question inverse, mais une question pour terminer. Si on se projette toujours dans 10, 20 ans ou plus, je sais pas. Pour toi, quel est le rôle de Bitcoin? Et est-ce que Bitcoin joue un rôle d'équilibre ou finalement, ou l'inverse en fait? Mais est-ce qu'il y aura pas un rôle d'équilibre entre les différents pions de l'échiquier si, les différentes mais personnes? En fait, moi, j'allais dire... sur l'ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Non, proposer une vision de Bitcoin, bon déjà aussi loin c'est difficile, mais c'est pas si lunaire que ça. C'est-à-dire on peut dire bon bah voilà, effectivement c'est un étalon de commerce international, les nations échangent dans la paix et la prospérité, c'est formidable, tout le monde s'aime. Bon, certaines nations doivent s'ajuster, on n'a plus de problème de monnaie, c'est de la monnaie saine. C'est un discours qui est très répandu dans les bitcoiners, fix the money, fix the world, c'est bon, on a résolu la faim dans le monde. Je ne suis pas grand partisan de ce discours. Pour moi, la monnaie est une des causes structurelles à de nombreux problèmes sur la planète, mais évidemment, ce n'est pas en résolvant le problème de la monnaie que d'un seul coup, on va enlever la faim et le cancer dans le monde. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans cet écueil-là. Moi, la plus grosse interrogation, c'est pas tant de me figurer un monde idéal dans lequel Bitcoin a ramené une part de rationalité dans les comportements économiques, a réduit drastiquement le malinvestment, a permis le retour de la sobriété, donc a permis le retour sur l'aspect climatique, donc le retour aussi d'une forme
consommation saine, de hiérarchie entre les besoins, d'équilibre au niveau international. Il n'y a plus la monnaie qui porte la marque d'un État, encore une fois pour reprendre les termes de Gaulle. Donc c'est ok, il y a plein de trucs. Moi, je peux me figurer un monde comme ça. Vraiment, il n'y a pas de problème. Ça n'enlèvera pas les conflits. On continuera de se taper sur la gueule pour différentes raisons. En revanche, la chose, moi, qui me pose le plus problème à imaginer, c'est plus la question de la transition. Parce que cette transition, étant donné que nous sommes actuellement collectivement, en particulier en Occident, mais dans le monde en général, dans une fuite en avant généralisée, il y a cette question de revenir à un système sain. Ça veut dire cure de désintox. Cure de désintox par rapport à une situation extrêmement confortable, mais en fait, donc on n'a pas les moyens de soutenir. Donc là, il y a une première question qui est que, pour revenir au sujet du narratif, je pense que la plupart des détracteurs, si jamais on s'oriente vers ça, évidemment confondront le responsable, c'est-à-dire au lieu de dire le responsable c'est la monnaie magique depuis 50 ans, un système monétaire éclaté, etc. Bah non, le responsable c'est le médecin, c'est celui qui vient dire bon on arrête les conneries et on fait une saignée. Et donc là ça contribuerait à la marginalisation, donc à une demande de contrôle, donc à un retour d'autocratie de ce genre de choses, qui est évidemment pas très fun. Mais en plus de ça, au-delà du narratif, si demain, par exemple, les États doivent revenir à la situation ante-monnaie fiat, je cite tout souvent cet exemple, mais je fais un pas de recul historique, les États-Unis, entre 1792 et 1913, quand même une partie substantielle de leur vie, jusqu'à la fondation de la Fédérale Réserve en 1913, et donc évidemment après la Première Guerre mondiale et le système fiat qui se met en place, le taux d'inflation moyen annuel aux États-Unis sur toute cette période, donc plus de 100 ans, c'est 0%. Zéro, donc $1 de 1792, vous le sortez en 1913, il vaut la même chose. Complètement ubuesque pour une personne habituée à la situation actuelle. Et le déficit budgétaire annuel moyen de l'État fédéral, c'est 0%. Zéro. Jusqu'au point où même en 1835, l'État fédéral américain, il a zéro dette. Aujourd'hui, quand on est sur alors est-ce qu'on est à 100% ou 110% de dette sur le PIB, et puis accessoirement le déficit 5, 6, 7, 8, on ne sait plus où on peut s'arrêter. Une des causes structurelles de tout ça, c'est que l'argent est magique. Donc de toute façon, c'est qu'un chiffre. On peut faire 15% de déficit, qu'est-ce que ça change pour qui que ce soit. Et donc on a créé une habitude de confort par rapport à un niveau de vie qu'on ne peut pas se permettre. Je vais le dire autrement, si demain Bitcoin est la monnaie internationale, on ne peut plus faire 6% de déficit. Donc 0% de déficit. Donc ça veut dire qu'il y a globalement un tiers des dépenses publiques en France qui dégagent. Moi, je ne sais pas faire ça sans qu'il y ait de la casse sociale. Donc, ça veut dire un problème de transition, donc ça veut dire un problème de rejet de ce nouveau modèle, donc potentiellement de problèmes encore plus graves. Donc ça, moi, c'est cette partie-là qui me pose question, c'est-à-dire que conceptuellement, je vois bien qu'on est en gros au 20e étage d'une tour et la question, c'est est-ce qu'on saute ou est-ce qu'on monte au 40e ? Mais en fait, sauter au 20e, c'est pas cool non plus. Donc, et c'est certainement mieux que sauter au 40e. On est tous d'accord pour le dire, mais le jour où on est dans la situation du mec qui saute, on n'a pas envie. Donc c'est malheureusement la situation d'une partie substantielle de l'Occident en particulier. D'autres pays plus autarciques ont moins ce problème-là, même si évidemment tout le monde est intégré dans le monde, donc tout le monde aura un problème. Mais un pays comme la France, l'Europe est vraiment une zone économique qui démographiquement va mal, en énergie n'a plus d'approvisionnement, qui est quand même la base de toute l'économie, n'a plus de souveraineté sur une partie substantielle de ses outils, en particulier numériques, donc est très mal positionné pour revenir à un monde de la rareté. L'économie, c'est la gestion de la rareté. Et donc, si demain, on devait revenir à un serrage de ceinture et à un monde de la rareté, donc où on doit faire des choix, c'est si je finance ça, je ne finance pas ça, bah, ça veut dire un gros rétrécissement du confort de vie en Occident, pour laquelle beaucoup ne sont pas prêts. Je pense que j'en fais partie, mais qui est en fait inéluctable. On n'a pas trop le choix. C'est soit on se le prend dans la figure, avec en plus le changement climatique et d'autres problématiques importantes au cours de notre vie, et on est très sympa et super, et puis en fait merde, on peut plus vivre. Soit on se prend un énorme mur maintenant, et ensuite on peut repartir sur une vision de l'avenir plus positive. C'est une forme de reset. C'est, voilà, on vient de curer l'obésité, puis on repart sur ok, maintenant on peut se projeter dans le futur avec toujours une perspective d'améliorer notre situation. Donc je trouve qu'en termes de perspective c'est meilleur, mais que ce sujet de la transition il est épineux, parce que non pas à cause de Bitcoin, mais parce que la situation actuelle est historiquement intenable, complètement intenable. Je reprends juste ton analogie pour terminer là-dessus, et parce en tout cas pour moi elle me paraît
intéressante, c'est est-ce qu'on continue à s'engouffrer pour être obèse ou est-ce qu'on se dit bah non, en fait il faut quand même courir tous les jours et pas manger n'importe quoi et manger peu, et là on peut vivre longtemps quoi. Dans l'analogie c'est évidemment pertinent. La différence majeure, c'est que là, évidemment, on est sur une autre échelle. C'est pas une décision individuelle. C'est comme si on disait, bah moi, ok, j'ai pris la décision de me serrer la ceinture, mais mon voisin, il continue de manger et il se trouve que par un mécanisme bizarre, il me file tout ce qu'il mange. C'est pas juste en fait. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de me priver, pas mon voisin? Donc, dans cette situation, pour reprendre, parler de justice sociale par exemple, dans la monnaie fiat, il y a le fameux effet Cantillon qui est important. Donc en gros, plus on est proche du robinet monétaire, plus on se gave globalement. Donc ça veut dire que si on est détenteur d'actifs financiers, on se gave. Si on est à l'inverse, plutôt au bas de l'échelle, l'inflation, on la subit de façon énervée parce que les produits alimentaires montent plus que certains produits financiers par exemple. Donc en fait, il y a une injustice sociale héritée d'un système qui est là depuis 50 ans. Ni le gars qui gagne plein d'argent parce qu'il a un emprunt et qu'il a fait de l'immobilier, ni le gars qui est en bas de la pyramide n'ont choisi leur situation, ni n'ont choisi le système financier monétaire. Si demain on dit on revient à la situation normale, d'un seul coup le gars endetté, le coût de sa dette vient de multiplier par je sais pas combien, le gars en bas il a une autre situation mais il va dire attendez, il n'y a pas de raison que moi je me serre la ceinture alors qu'il y a des gens qui se sont gavés pendant 50 ans en enchaînant des opérations boursières, etc. Toutes ces questions de justice ne relèvent pas du système monétaire, elles relèvent du social. Donc, après, chaque chapelle politique proposera son scénario de transition. Mais ça ne se fait pas sans casse, tout ça. Donc, il y a des gens qui vont devoir payer. Soit on dit, OK, tout le monde paye, et puis il y a une affaire d'inéquité. Soit on dit, on doit réduire la ceinture, mais il y en a qui sont gavés particulièrement, donc ceux-là vont plus payer que d'autres. Et dans ce cas-là, il y a tous les débats de comment on détermine qui sont ceux-là. Là, c'est un débat qui me dépasse, parce que c'est un débat politique. Ça laisse la question ouverte pour conclure. Je le dis, alors les gens ne le sauront pas, mais il y avait plein d'autres questions que j'aurais bien aimé te poser, mais bon, au moins ça invitera les gens à lire le livre. On arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Alexandre, comme d'habitude, d'être venu sur le plateau, c'était passionnant. Je fais un dernier petit rappel, donc ton dernier livre, Bitcoin, le choc géopolitique. Voilà, pour ceux qui regardent l'épisode, vous pouvez le voir à la caméra. Pour ceux qui nous écoutent, que tu as coécrit avec Jean-Charles Galli et qui est disponible pratiquement de partout pour faire simple. Exactement. Donc pour ceux qui veulent approfondir le sujet, vous pouvez aller voir le livre. Aussi, vous pouvez suivre Alexandre parce qu'il est, comme on l'a dit au tout début, a maintenant un parcours qui est pas que auteur, entrepreneur, etc. Donc plein de casquettes. Donc suivez-le et qui quand même connaît super bien tous ces sujets-là. Et sinon, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, suivre la chaîne pour ne pas louper tous les prochains épisodes. Et sur cela, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé l'épisode et à bientôt.